bienvenue sur Wake Up, votre rendez-vous donc quotidien ou mensuel pour en apprendre un peu plus sur le mental. Donc que vous soyez un athlète professionnel ou quelqu'un tout simplement qui veut naviguer au mieux dans ses capacités, donc dans la vie, vous trouverez ici sur ce podcast des conseils pratiques et des exercices pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ce podcast, celui-ci en particulier, va être une introduction, va être le premier interview de toute cette série. Et pour cette introduction, nous allons avoir en notre compagnie aujourd'hui, ce soir ou ce matin, en fonction de quand vous écoutez ce podcast, Itaka, qui se prénomme Yohan dans la vie de tous les jours. Pour faire une petite introduction donc d'Itaka, il accompagne essentiellement des joueurs de poker, des joueurs de jeux vidéo. Vous avez peut-être entendu parler de lui auprès d'une certaine scène qui est Valorant. Je ne dirai pas plus, je laisserai souligner ce point-là. Itaka a tout simplement découvert la préparation mentale lors de ses études universitaires en STAPS. Et si je me souviens bien, il avait fait un mémoire dans le milieu du BMX, avec des gens assez hauts dans ce domaine-là. Et donc, j'ai le plaisir de l'accueillir pour cette première série d'interviews. Bonsoir Itaka. Bonsoir Ayate. Enchanté. Enchanté tout le monde. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Excellemment bien. C'est une belle soirée et un bel échange en perspective. Je te remercie en tout cas pour ta présence pour cette première série d'interviews, justement. Tu es le premier de cette longue série, je l'espère. C'est un honneur. Il est lié à la préparation mentale. Donc, on se connaît quand même un petit peu en dehors. On a parlé un peu de ce projet. Donc là, au niveau de l'introduction, je t'ai un peu introduit. Juste, est-ce que tu peux rappeler un peu ton parcours ? Vraiment pas très long, hein, bien entendu. Parce que je pense que tout le monde te connaît au fur et à mesure. Donc voilà, en quelques lignes, rappeler un peu qui tu es, dans les milieux dans lesquels tu as évolué, et tout simplement on va enchaîner par l'essentiel de l'interview après. Eh ben c'est parti. Alors si je devais me présenter, je pense que je dirais que je suis un réel passionné, mais un passionné d'un sujet du coup qui est moins commun, c'est celui de la conscience humaine. J'aime me concevoir comme un explorateur de conscience. J'aime dire que ce que j'explore, c'est comment on influence son expérience de vie, comment toi, moi, les gens qui nous écoutent, peuvent reprendre du pouvoir sur leur vie au quotidien, sur leur expérience au quotidien. Et le domaine dans lequel je le fais aujourd'hui et j'explore tout ça, c'est la performance. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction que les environnements difficiles, comme ceux de la performance, qui sont sélectifs, ça crée des gens forts, ça nécessite de s'adapter. Et donc, c'est un magnifique objet d'observation pour moi de comment fonctionne la conscience humaine, comment fonctionne l'esprit humain pour pouvoir être performant. Et du coup, comme tu l'as très bien dit, j'ai fait STAPS, c'est là-bas que j'ai découvert des matières, et j'aurais certainement mis d'autres mots à l'époque où j'ai découvert ça, et j'ai juste été passionné depuis 10 ans de découvrir ce domaine qui est extrêmement vaste, et j'ai pu bosser avec plein de publics, des athlètes de haut niveau, des joueurs de poker, des entrepreneurs, des gamers, tout ça qui me fait me dire aujourd'hui qu'on a quand même pas mal de choses en commun, même si notre culture, nos idées sont différentes, on a beaucoup de choses qui nous rassemblent sur le fonctionnement de notre esprit. Voilà ce que je peux dire à propos de moi. D'accord, très bien. C'est une très bonne introduction de toi. Et du coup, pour commencer, alors moi je vais te demander une petite question, parce que justement dans la préparation mentale, on est quand même, c'est très vague en termes de parcours, de personnes qui pratiquent la préparation mentale au sens propre, de également la population auquel on touche. Donc, est-ce que tu pourrais me donner une définition de la préparation mentale selon toi, avec tes mots, hein, pas forcément un truc pompeux pourrait-on dire, mais selon toi, qu'est-ce que c'est la préparation mentale ? La préparation mentale comme je l'exerce, et pour le coup, j'ai même pas envie de réellement donner une définition de préparation mentale uniquement. En fait, c'est qu'est-ce que je fais plutôt quelque part dans mon métier, dans la façon dont je bosse avec les gens avec qui je travaille. La définition que je mettrais, c'est apprendre à s'autodéterminer, c'est choisir son comportement. Genre, c'est une question challengeante que tu me poses parce qu'en réalité, je peux répondre d'une façon très large ou très précise. Mais ouais, si je devais simplifier ça, je dirais que on est tous prisonniers quelque part de nos automatismes mentaux, émotionnels, comportementaux. On a tous nos petites habitudes, les chemins qu'on a l'habitude d'emprunter,
quand on nous fait une critique, il y en a qui leur habitude, c'est de se braquer, d'autres, c'est de chercher à comprendre. Et en réalité, dans un domaine de performance, nos habitudes ont un impact sur la performance. La façon dont on réagit à une situation a un impact sur la performance. Et donc, mon métier, si je devais dire ce qu'est la préparation mentale et comment je l'exerce, c'est redonner du pouvoir, c'est m'intéresser à comment est-ce qu'on fait pour non pas être esclave de ces automatismes et des fonctionnements qu'on a, qui sont parfois le fruit de nos expériences, de nos habitudes, de nos conditionnements, des environnements dans lesquels on a été. Mais comment on influence tout ça pour mieux s'adapter à la performance? Comment on choisit la réaction émotionnelle, mentale, comportementale qu'on va avoir en fonction des situations? Voilà ce que je dirais à propos de la façon dont j'exerce le métier. D'accord, très bien. C'est parfait comme introduction, comme explication. Même, voilà, la définition, effectivement, je pense que c'est toujours quelque chose qui restera très complexe à définir, au sens où, justement, les méthodes et les pratiques sont très variées. Moi, Du- pour le coup, cette définition, elle vient surtout de ma valeur principale. J'ai une valeur liberté dans ma vie. Pour moi, la liberté de temps, d'argent, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi quand j'étais jeune. Et en fait, avec mon expérience, je me suis rendu compte qu'on peut être libre dans ces dimensions-là, mais ne pas être libre à l'intérieur. Ne pas être libre de l'expérience qu'on fait justement, des réactions émotionnelles, mentales. Et c'est à partir du moment où j'ai compris que la liberté, elle était d'abord intérieure, que du coup, ça m'a donné envie de l'explorer d'une nouvelle façon, on pourrait dire. Donc c'est parce que j'ai cette valeur liberté, je pense que c'est ces mots-là que j'emploie. Voilà, simplement pour la petite précision. D'accord, Je ok. t'en prie. Ok, non, c'est très bien. C'est bien justement d'éclaircir ta valeur en tant qu'accompagnant, tout simplement. Ça permet, voilà, d'en voir un peu plus sur ta vision des choses, qui fait que justement ton accompagnement est typique de toi-même, pourrait-on dire, tout simplement. Euh, Après, cette notion de liberté, est-ce que tu as possibilité d'un peu de l'expliquer un peu, de donner des détails? Est-ce que pour toi c'est possible dans l'immédiat, ou ça demande vraiment un travail un peu plus long pour Ouais. comprendre vraiment ce mot? Je pourrais partager mon histoire et ce qui a fait que, justement, ça a eu de l'importance à mes yeux, mais je pense qu'on partirait dans des grandes anecdotes qui n'auraient peut-être pas forcément leur place ici, mais simplement pour dire que, il y a chacun d'entre nous, il y a des choses qui sont importantes pour nous et qu'on peut appeler des valeurs, justement. Et la mienne, ça a été très jeune, celle de la liberté et du développement personnel. J'estime que être libre, grandir et évoluer, c'est fait partie des choses que je veux avoir au quotidien dans mon existence. Et donc j'y accorde de l'importance. Donc je focalise mon attention dessus. Donc je développe de l'expertise sur ces sujets-là. Voilà. D'accord, très bien. Ok, très bien. Alors, pour continuer donc sur la préparation mentale, tout simplement, au niveau tu as parlé de développement personnel. Est-ce qu'il y a des outils que tu utilises, toi, dans la préparation mentale, qui sont peut-être inspirés de développement personnel ou de d'autres méthodes? Qu'est-ce que tu utilises essentiellement, pourrait-on dire? Euh, Comment répondre intelligemment à cette question? Tu peux prendre le temps. En fait, je pourrais parler des étapes que j'ai passées dans mon expérience personnelle pour mettre en perspective cette question. C'est que quand j'étais un jeune coach mental, j'avais besoin d'outils. J'avais besoin d'outils parce que j'avais une crise enfin, j'avais besoin de me rassurer que ce que je faisais est efficace, parce que j'avais besoin d'un cadre, parce que j'avais besoin de, de choses auxquelles me raccrocher, quoi. Comme un architecte, quand il commence à être dans le bâtiment, il a besoin d'avoir des bases pour savoir comment on construit la maison, où est-ce qu'on va mettre les fondations, tout ça, quoi. Et, euh, et en réalité, les outils, ce ne sont que des outils. Et avec l'expérience, les étapes que j'ai passées, c'est me défaire du cadre des outils qui sont au final très limités et qui ne captent pas la complexité d'un esprit humain. Donc, je pourrais parler des outils que j'utilise, des quelques-uns auxquels j'aime me référer. Dans ce cas-là, je te parlerai d'hypnose, de la façon d'utiliser le langage, je te parlerai de PNL, je te parlerai de recadrage, je te parlerai mais de respiration, je te parlerai de tas de choses comme ça, mais ça reste que des outils au service de quelque chose de plus grand, qui est de l'expérience et de comment est-ce qu'on influence justement son expérience, comment est-ce on devient plus performant. Tu vois. Et je crois que ça, il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas de méthode miracle, que ça s'acquiert avec de l'expérience, avec de l'exploration, avec du test. Beaucoup de conscience dans sa propre existence et beaucoup d'exploration dans l'existence d'autres personnes, dans leur esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon outil principal, c'est moi-même en fait. C'est mon expérience.
c'est quelque part pour moi un art, tu vois, de savoir poser la bonne question, repérer les points de friction, ce qui gêne la personne dans son expérience de vie et ce qui l'aiderait à être plus heureux, plus épanoui ou plus performante. Et d'arriver à clairement parfois utiliser un outil, mais aussi souvent en créer un sur mesure. Voilà ce que je te dirais. D'accord. On pourrait dire tout simplement, alors, tu peux me contredire, hein, bien entendu, que tu as un objectif indirectement, au-delà de la préparation mentale et de l'accompagnement sur la performance, peut-être de cette notion de prise de conscience. Tu insistes beaucoup sur la conscience de soi. Est-ce que pour toi, finalement, un accompagnement a pour objectif tout simplement de rendre à cette personne que tu accompagnes la conscience de ce qui peut être, par exemple, un facteur bloquant, ce qui peut l'amener à aller plus loin dans ses limites? Est-ce que finalement, ton objectif à toi, c'est tout simplement de faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils peuvent atteindre? C'est pas l'objectif, c'est une étape fondamentale, c'est la première étape. Ça ne deviendrait jamais à l'idée de réparer un moteur avant d'avoir conscience de comment il fonctionne. Justement, le moment où tu vas arriver à réparer ce moteur, c'est quand tu as conscience de comment il fonctionne. Donc la conscience, c'est une étape nécessaire pour quelque changement que ce soit. C'est la matière à partir de laquelle on travaille. Si tu veux avoir de l'argent, bah, tu as besoin de comprendre le monde financier dans lequel tu es. Si tu veux du bien-être et du bonheur, tu dois avoir conscience de qu'est-ce qui fait que tu as un peu plus de bonheur ou un peu moins de bonheur. Qu'est-ce qui coûte à ton bonheur, qu'est-ce qui le développe. Donc la conscience, c'est la fondation de travail sur soi, une des fondations. Des D'accord, donc bases. c'est vraiment voilà, une des clés pour la compréhension dans ta méthode, hein, dans ta pratique, hein, tout simplement. Euh, Du coup, ça, Ouais. je pense qu'on peut dire aussi du coup l'observation. C'est peut-être une phase importante de ta manière d'accompagner qui te permet justement de mieux comprendre et de mieux faire Clairement. comprendre peut-être également à autrui du coup ce qu'il peut faire. Clairement. Mais un autre avantage de la conscience aussi, c'est de pouvoir rendre indépendants les personnes. C'est-à-dire que je vais m'efforcer dans les métaphores que j'utilise, dans les mots que j'utilise, de rendre ça accessible, même si je m'amuse un peu au travers de ce podcast pour mettre des mots qui correspondent à là où j'en suis aujourd'hui avec l'expérience que j'ai acquise. Mais je pense que réellement, rendre indépendants les gens sur le travail qu'on fait avec un coach mental, ça a beaucoup de valeur. Et là encore, il y a besoin de conscience. Donc oui, oui, je dirais que c'est une fondation, une base, quelque chose qui est très important. D'accord. Bon, alors moi, pour un peu aider du coup nos auditeurs, si tu vois, j'étais un sportif, alors pas forcément de haut niveau, hein, un sportif classique qui souhaite faire appel à un préparateur mental pour allez, on va dire atteindre un certain niveau de jeu quand même, qui me permettrait de briller en compétition. Si je venais à tout simplement te solliciter, et que mon objectif, pour l'instant, serait juste tout simplement de gagner le tournoi allez, on va dire dans 4 mois. Qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme accompagnement? Est-ce qu'il faudrait... Alors, il y aura forcément une phase d'observation et d'échange entre nous, hein, c'est logique. Mais si je te dis juste, moi j'ai ça comme objectif, qu'est-ce que toi tu pourrais proposer à cette personne? Qu'est-ce que tu pourrais l'amener à faire avant, peut-être? As-tu une idée, tout simplement? Bah, si j'avais une idée, ce serait pas un art, ce serait pas du sur-mesure, puisque du coup, si je voulais avoir une idée, faudrait que j'ai cette personne et que j'ai déjà commencé du coup un peu à avoir des informations, à la sonder, à savoir comment elle fonctionne, puisque clairement dans ma façon de travailler, c'est du sur-mesure. Par contre, si je devais répondre là maintenant de choses qui fonctionneraient pour tout le monde, pour maximiser les chances d'avoir des résultats à cette performance, justement à cet objectif-là, je pourrais donner des conseils plutôt qui fonctionneraient avec tout le monde, voilà, tout simplement. Comme si on passait du sur-mesure à du prêt-à-porter. Ça marche aussi, le prêt-à-porter, c'est très très bien. On s'habille, moi je m'habille régulièrement en prêt-à-porter. Et du coup, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais certainement que la meilleure chose à faire dans ce cas-là, justement, c'est de la conscience. Mais de la conscience de quoi? C'est ça la question à 10 000 points. C'est de la conscience de qu'est-ce qui coûte à ta performance, qu'est-ce qui la limite, et ça, par de l'auto-observation, cette information, et peu importe les personnes qui nous écoutent, peu importe le domaine dans lequel ils ont envie d'être performants, ils peuvent faire cette gymnastique mentale, se poser cette question, avoir cette auto-observation de, OK, aujourd'hui, si je me retourne sur mon expérience,
qu'est-ce qui coûte à ma performance? C'est quoi les trois principaux cailloux que j'ai dans ma chaussure, on pourrait dire. À l'inverse, on pourrait se poser la question et observer qu'est-ce qui favorise ma performance, qu'est-ce qui est un des mots qu'on aime utiliser, un trigger, qu'est-ce qui m'aide à être dans un état mental, émotionnel, qu'est-ce qui m'aide à être au top et à être plus performant. Bon, avec des informations comme celle-ci, on peut déjà avoir en tête les prochaines étapes qui pourraient être, ok, comment je fais pour limiter l'impact de ce qui limite ma performance? Comment je fais pour, du coup, capitaliser sur ce qui favorise ma performance? Et donc là, j'aurais besoin de quelqu'un de réel pour pouvoir justement faire du sur-mesure, explorer ces possibilités-là, et on s'amuserait certainement beaucoup. Voilà. Bah, très bien, c'est très bien. Non, je comprends justement cette approche. Si je faisais le parallèle du coup avec de mon côté la thérapie et l'hypnose, justement, c'est un peu notre point commun, c'est l'hypnose. Effectivement, le prêt-à-porter, comme tu as dit, très jolie métaphore, hein, je tiens à préciser quand même, qui effectivement n'a pas forcément de vocation pour quelqu'un qui a un objectif défini. C'est bien pour je pourrais dire un ensemble de personnes qui souhaitent par exemple gérer le stress. Tu vois, je prends le stress comme exemple, si je me sers de ce que tu dis. Faire des exercices de respiration, c'est très bien pour gérer le stress. Par contre, bien entendu, si on veut aller plus loin dans cette gestion de stress, ça va être du sur-mesure parce que pour certaines personnes, il va falloir effectivement agir d'une autre manière, faire des séances. Je prends hypnose, hein, bien entendu, des séances d'hypnose orientées peut-être sur tout simplement un objectif précis qui pourrait être lié au stress. Donc, je comprends cette notion, c'est très intéressant que tu insistes sur le fait que tu fais du sur-mesure. Et je pense que c'est en soi normal et logique, hein, quand on y repense, que il ne peut pas y avoir un modèle, une sorte de template pour accompagner un sportif en mode tu fais juste ça, et demain t'es le meilleur. Sinon, c'est simple, ce serait trop facile et il n'y aurait pas de préparateur mental, je pense. Voilà, Exactement. C'est à peu près la vision. Ce serait moins marrant. Surtout pour quelqu'un qui recherche ça, oui, effectivement, ce serait beaucoup moins marrant. Donc, non, mais très bien. Ok, c'est intéressant cette notion que tu indiques. Pour revenir un peu donc à cette méthode, alors je t'avoue que moi j'aime beaucoup cette notion que tu as de parler de la conscience. Je trouve ça fait écho avec moi. Hein. Moi, ça me fait écho personnellement. Je pense que tu vas pas utiliser ce mot-là pour rien non plus. Cette notion de conscience est intéressante dans le sens où tu vas amener les personnes à justement aller un peu plus loin que juste pour ce qu'ils sont venus te voir, je pense. C'est ma vision des choses. Hein. Ça va être une notion qui va être très impactante, en sachant que le mot conscience, je sais pas exactement comment tu parles avec ceux que tu accompagnes. Comme tu l'as dit, tu adaptes ton langage à chaque personne, ce qui est un plus. Ça veut dire que qui que ce soit vient te voir va avoir un langage adapté à lui. Ça, c'est, je suppose, des techniques très empreintes de la PNL pour justement amener les gens à mieux te comprendre, pourrait-on dire. Mais au-delà de ça, cette notion que tu as tu peux m'arrêter hein, si bien entendu je me trompe. Non, je t'écoute. Cette notion que tu as de faire prendre conscience, pourrait-on dire, est intéressante sur ce que tu as dit au début, quand tu disais que ça va plus loin que la préparation et que c'est pour durer sur le long terme. Ça peut permettre à une personne, je pense, également, en dehors de toi, c'est-à-dire c'est fini, le suivi avec Ithaka est fini, d'avoir toujours finalement la voix d'Ithaka dans certains moments. Dans des moments clés, hein, bien entendu. Et c'est ce que je trouve très intéressant dans les mots que tu as employés et dans ce que tu as dit. Voilà, tout simplement. Ouais. Je tenais à le souligner. Je pense que c'est une évidence qu'une personne repart avec plus que ce pourquoi elle est venue. Un peu à la manière d'un acteur, par exemple, d'un jeune acteur, du coup, qui voudrait prendre des cours de théâtre, qui toque à la porte de Kevin Bacon et qui lui demande « Apprends-moi ». Quelque part, il sait au fond de lui qu'il a envie, et je prends pas cet acteur au hasard, du coup. Mais il arrive au fond de lui avec l'envie de progresser dans un domaine qu'il a vu à la télé, qu'il a vu dans les films, dans les séries, mais peut-être qu'il n'a pas conscience de tout ce que représente le fait d'être un bon acteur, de tout ce qu'il va apprendre, découvrir, et la personne qui va devenir du coup sur le chemin d'apprendre à être un acteur. C'est simplement une idée, enfin l'idée selon laquelle en fait la représentation qu'ont les gens du travail sur soi ou du coaching mental au final est relativement réduite. Même si je prends juste
ma conception du coaching mental, de celle que j'avais il y a 5 ans et de celle que j'ai aujourd'hui. Celle que j'avais il y a 5 ans était extrêmement réduite et certainement, et je l'espère, c'est ce que je me souhaite, ce sera le même sentiment que j'aurai dans 5 ans. Et tout ça pour dire que c'est naturel que quelqu'un qui découvre ce domaine-là ait une représentation étriquée de ce qu'il va en retirer. Et c'est tout notre travail et la beauté de notre métier, justement, quand tu vois ces prises de conscience de la valeur que ça peut représenter dans une vie, l'impact que ça peut avoir, oui, dans la performance, mais aussi dans la vie, dans la compréhension de soi-même, dans le, la liberté, justement, que ça peut créer, d'avoir un peu plus de contrôle sur soi. Je trouve ça au final assez naturel, tu vois, genre quelque part. Ouais, et puis en sachant, alors du coup, pour revenir un peu à ton CV, si on peut dire ça comme ça, tu accompagnes pas que des sportifs, tu accompagnes aussi des entrepreneurs. Et effectivement, les objectifs sont, je pense, différents, dans le sens où il y en a un qui est vraiment lié à la performance. Peut-être l'autre a une certaine compréhension, une forme de compréhension de soi et de ses mécanismes pour, alors, en tant qu'entrepreneur, pour peut-être aller plus loin dans ce qui a été, comment dire, j'ai plus le mot, il vient de m'échapper de la bouche. Okay. Tu as dit, excuse-moi. Ah oui, en tant qu'entrepreneur, tout simplement, l'objectif va être différent, dans le sens où c'est pas une performance à proprement dit dans le sens sportif, mais plutôt lié donc à son statut d'entrepreneur, de réussir dans son domaine et dans ce qu'il fait en termes de C'est vente. clairement une performance, malgré tout, à mes yeux en tout cas. D'accord, ok, très bien. Ok, bah tu vois, c'est bien. Tu vois, moi, j'aurais différencié les deux au sens la performance sportive et l'entrepreneur, lui, va être dans une. C'est plus un long terme, je pense, pour moi. C'est mon point de vue, je précise. L'entrepreneur est plus dans un long terme, je pense. Un sprinter et un marathonien, c'est pas la même temporalité dans la performance, mais ça reste des performances. C'est l'adaptation à l'environnement d'un entrepreneur est extrêmement difficile et c'est une sacrée performance d'arriver à s'adapter à cet environnement-là. C'est juste une performance de différentes natures, on pourrait dire. D'accord, très bien. Et du coup, alors, c'est intéressant, tu as parlé de temporalité. Je trouve ça bien comme point dans le sens où ta temporalité, si je devais te parler d'un accompagnement, alors, en soi, il n'y a pas de durée d'accompagnement. Hein. Je pense que tant qu'il y a la demande, il y a de l'accompagnement, tout simplement. Tant que la personne a besoin, veut quelque chose, a un objectif, je pense que tu vas le suivre au maximum. Est-ce que par contre, il t'est déjà arrivé de mettre fin de toi-même à un accompagnement où tu attends vraiment que la personne n'ait plus d'objectif? C'est pas réellement en fonction des objectifs quand l'arrêt vient de ma part. L'arrêt vient de ma part si le projet ou le travail avec la personne ne me plaît plus, parce que je mets un point d'honneur à prendre du plaisir dans mon travail et à bosser avec passion. Bon, je dis ça, mais c'est jamais arrivé en réalité que quelqu'un me déplaise à ce point-là, mais s'il y a des relations de coaching ou un peu moins intéressantes que d'autres, on pourrait dire. Ça, c'est une des choses qui peut faire juste que le projet m'intéresse plus et donc du coup, à ce moment-là, je décide d'arrêter. Ça peut venir de la personne aussi. Mais sinon, je pense que la principale raison de l'arrêt, c'est que j'ai plus rien à apporter. C'est-à-dire que je ne peux pas donner ce que j'ai pas. Tu vois. Donc, je peux donner que ce que j'ai compris, appris, expérimenté. Et j'ai ma propre limite. C'est d'ailleurs ce qui me passionne dans ce métier-là. C'est-à-dire qu'une des dimensions de mon travail, c'est de moi-même explorer, évoluer, apprendre, parce qu'à partir du moment où j'arrête de faire ça, je peux plus apporter aux personnes qui ont fait un bout de chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai déjà fait des accompagnements qui ont duré 1 an, et la trajectoire de vie de ces personnes-là est incroyable, quoi. Je veux dire, tu les reconnais pas. Quand les personnes parlent, du coup, enfin, tu sais, c'est un peu à l'image d'un boxeur, quoi. Tu sais, moi, on me disait toujours quand je boxais que j'avais la boxe de mon entraîneur. Mais quand tu entends ces personnes-là, ils ont une façon de penser où tu sens qu'ils sont performants, quoi. Ils sont performants, ils savent s'adapter à leurs environnements, tu vois. Et à partir du moment où j'ai le sentiment qu'ils ont intégré la majorité de ce que j'ai à transmettre, là, je peux décider que j'ai plus rien à apporter. Je pense que c'est les deux seules grosses raisons, tu vois, genre que enfin les trois du coup si on compte que la personne n'ait plus envie de bosser, que moi j'ai plus envie de bosser, que du coup j'ai plus rien à transmettre. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. J'aurais de D'accord. nouveau à transmettre parce que j'ai continué à faire du chemin depuis, mais
Sur des longs accompagnements, je me suis déjà dit, ok, cette personne a intégré une bonne partie de ce que je sais. D'accord, ok, très bien. Et alors, du coup, moi, il y a une question qui me vient. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser d'accompagner des gens? Pas forcément, t'es pas obligé de me donner les raisons, hein, mais est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé de refuser? Ah oui, oui, bien évidemment. Oui, oui. Ah, mais je suis très sélectif dans les personnes avec qui je travaille. Parce que, encore une fois, même raison. En fait, j'aime explorer. Je te l'ai dit dès le début de ce podcast. J'aime explorer, j'aime comprendre, j'aime apprendre. Donc, euh, faut que la personne ou ses objectifs ou ce qu'elle dégage, tout ça représente un intérêt à mes yeux. C'est très égoïste et en même temps, c'est un facteur de performance dans mes accompagnements qui fait que je suis efficace et que je prends plaisir et que j'ai une vraie relation avec les personnes et que là où ils ont envie d'aller, j'ai envie de les y emmener. Et donc, évidemment, que si je ressens pas ça, je vais pas bosser avec la personne parce que ça a aucun intérêt. On va perdre notre temps, on va perdre notre énergie. Voilà, tout simplement. D'accord, ok. Il y a une question, ça peut être une question de professionnalisme aussi, tu sais. Dans l'e-sport, il y a des gens professionnels, il y en a qui le sont beaucoup moins. Et c'est vrai que je préfère m'entourer et travailler avec des personnes qui ont un minimum de professionnalisme pour, du coup, encore une fois, sauvegarder, parce que mon temps a de la valeur, mon énergie a de la valeur, et que pour honorer cette valeur-là, je la donne aux personnes qui, à mon sens, le méritent, l'honorent, on pourrait dire. Pas le mérite, ce serait l'honneur, on pourrait dire. Ouais. D'accord, oui. Donc on pourrait dire, voilà, tu mets un point d'honneur, tout simplement, à cette notion de professionnalisme de la personne, dans le sens où, si elle vient vers toi, finalement, c'est vraiment dans un but vraiment... alors, quand je dis but, hein, pardon d'utiliser le mot but à tout va, mais vraiment dans un objectif de performance, d'accompagnement, qui correspond peut-être à tes valeurs, indirectement, mais qui, voilà, a vraiment un intérêt. Je pense que tu vas Alors, me chacun contredire. ses valeurs. J'ai bossé avec des gens qui ont des Ah, ça, valeurs on est qui bien n'ont d'accord. pas du tout les mêmes que les miennes. Puis je force un peu le trait, c'est un peu caricatural, mais parce que je trouve que c'est une posture et une position qu'on n'entend pas souvent. Tu vois, genre, je pense que vraiment dans une relation de coaching, il y a le mot relation dedans et que le plaisir que les gens prennent à la relation, pour moi, et à l'échange, tu vois, genre, est carrément lié à la valeur qui va être retirée de cet échange-là. De la même façon que dans un podcast comme on est en train de le faire là, le fait qu'on prenne du plaisir à échanger, je pense que la valeur sera bien plus grande que si ça nous emmerde et ça va se sentir, tu vois, je pense, si c'était le cas. Tu vois. Donc, je m'amuse en défendant un peu ce point de vue-là. Maintenant, je travaille avec les personnes qui sont dans la performance et qui ont envie d'évoluer. Mais ouais, il y a aussi, je pense, si je devais compléter ma réponse, il y a aussi le fait de la performance. J'accorde aussi de l'importance à travailler avec des gens qui s'adaptent à un environnement de pression, parce qu'encore une fois, c'est ce que j'aime étudier, c'est ce que j'aime explorer, et c'est ça qui construit mon expérience. Je pars du principe que les temps difficiles créent des gens forts, que les gens qui ont vécu des difficultés, ils ont dû s'adapter, et ça crée des forces chez eux, et que les environnements de performance, plus ils sont difficiles, et le poker d'ailleurs en est un extraordinairement difficile, ça fait que ça crée des gens forts, et donc du coup, c'est vrai que c'est les milieux dans lesquels j'aime travailler. Tu vois, je pourrais potentiellement aider tout le monde, mais je ne travaille pas dans le coaching bien-être, par exemple, tu vois, genre, parce que c'est pas ce qui m'épanouit, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas ce que j'aime explorer. Donc je trouve ça intéressant de partager cette idée-là. Voilà. Peut-être que j'ai peut-être un peu forcé le trait, mais voilà. J'espère que ça a Non, été bien mais compris. très bien, très bien. Je- En fait, finalement, si je comprends bien, tu vois, c'est bien, tu as dit coaching bien-être. Je trouve ça intéressant que tu aies mis les deux, pas en opposition, mais que tu aies expliqué que justement, toi, tu as un environnement comment dire, que tu préfères. C'est ça, hein, indirectement. C'est un Ouais, environnement que tu préfères, exactement. où tu te sens plus à l'aise, même, pourrait-on dire. Et c'est cette pression. C'est Alors, pas c'est plus à l'aise, parce que je me sens à l'aise dans les deux. Je me sens même peut-être plus à l'aise, c'est encore plus facile pour moi de coacher quelqu'un dans le domaine du bien-être, puisque dans la performance, on va pas se cacher, il y a une grosse dimension de bien-être. Mais ça me passionne plus. Les environnements de pression, les environnements dans lesquels c'est difficile de s'adapter, je trouve que c'est fascinant. Tu vois. Genre, un marathon, quelqu'un qui doit faire une performance sur 3 jours, tu vois, genre un trail sur 3 jours, je trouve ça fascinant, quoi, parce qu'au niveau mental, t'imagines ce qui se joue, tu vois, genre c'est incroyable, tu vois, genre comment est-ce que tu maintiens de la volonté et de l'engagement indépendamment de la douleur, etc. Du coup, ces environnements-là me fascinent.
Et j'en retire beaucoup en termes d'expérience et de valeur sur la compréhension justement de ce qui fait qu'on est efficace dans la vie, ce qui fait qu'on s'adapte bien, en explorant et en travaillant avec ce genre de public-là. Donc c'est simplement une question de préférence et de passion, quoi, je dirais. Dans le coaching bien-être, j'en fais aussi, mais plus dans ma famille ou mes amis, dans les gens que j'ai envie d'aider autour de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que on a tous une déformation professionnelle, tu vois, genre quelque part, bah, ton frérot, il est électricien. Bon, bah, le jour où tu as un problème électrique, tu viens toquer à sa porte, quoi. Bon, bah, quand les gens ont des difficultés généralement autour de moi, c'est à la mienne qui viennent toquer. Et à ce moment-là, j'ai un grand plaisir à le faire, tu vois, par exemple. Voilà, ça fait encore une longue réponse, mais je suis sûr que tu arriveras à en faire quelque chose. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il nous faut des longues réponses, c'est même bien, ça fait de la matière, justement, pour nos auditeurs. Ça leur permet de comprendre aussi ta vision, la manière dont tu fonctionnes, dont une des personnes de la préparation mentale travaille également. Ça permet d'ouvrir les horizons dans nos approches. Hein. Nous sommes tous différents, je pense, dans la préparation mentale, par nos parcours. Hein. C'est essentiel, hein. Tu insistes sur ça, mais c'est vrai qu'effectivement, par nos parcours, à chacun, on a tous évolué d'une manière ou d'une autre, avec des outils. Excuse-moi d'utiliser le mot outil en permanence, mais il y a quand même des outils, il y a quand même une certaine... il y a des choses qui s'ancrent en nous, pardon, excuse-moi, en nous. Oula, j'arrive plus à parler. Donc tout ce qui s'ancre en nous, et ça nous permet justement de mieux évoluer. Des outils, moi j'appelle ça des paroisses ou des obédiences, tu sais. L'obédience ou la paroisse de l'hypnose ou la paroisse de la PNL. Tu sais, ça reste une vision du monde, ça reste une approche toujours qui capte une partie certainement de valeurs qui justement permet de trouver des ressources pour les gens dans les relations de coaching pour aider les gens à s'adapter, à atteindre leurs objectifs. Mais je crois qu'il y a beaucoup de valeur dans la diversité, dans les chercher dans plein de domaines différents, dans plein d'approches différentes. Donc j'aime, encore une fois, pour forcer le trait, la caricature, quand on n'a qu'un seul outil ou une seule paroisse, tu vois, genre une seule obédience, je trouve ça dommage, tu vois, parce qu'il y a tellement à découvrir et à explorer que je crois qu'on gagne tous à élargir nos horizons. Oui, et puis de toute façon, alors, de manière générale, hein, tout simplement, c'est bien d'avoir plusieurs outils quoi qu'il arrive. Peut-être se fermer à une seule paroisse, comme tu dis, c'est intéressant hein, comme terme, va forcément à un moment te mettre face à un mur, je pense, au sens où bah, ton outil sera peut-être pas adapté. Et si malheureusement dans cette caisse à outils, t'arrives pas à sélectionner autre chose, tu risques d'être bloqué. Ça, je le vois hein, au travers de l'hypnose. Alors, même si moi, mon grand domaine, justement, c'est l'hypnose, je pense que c'est bien d'avoir, bien entendu, plein d'outils à notre portée, plein de visions. Si je pouvais changer le mot outil, je dirais plutôt vision. Parfois, c'est finalement notre vision du monde qui nous amène à accompagner des gens au mieux, ou même à leur chercher hein, ce qu'on peut leur apporter de plus, et même savoir mettre nos limites. Ce qui est, de mon point de vue, important, c'est de savoir aussi également là où on peut aller et là où on ne peut pas aller. Peut-être une déformation professionnelle de mon côté sur cette approche-là, tout simplement. J'avais une question, alors, excuse-moi, j'ai le trouble de la question que j'aurais dû noter. Bah, je peux compléter en attendant, du coup, si tu veux. Vas-y. Si tu veux. Parce que justement, enfin, si je prends le point et cette posture-là, c'est que justement, c'est pas ce que j'observe au quotidien et je l'avais déjà observé avec mon passé de boxeur. Tu sais, c'est dans les salles de boxe, c'est un discours et des échanges que tu as souvent, tu sais, entre les boxeurs qui disent ah moi c'est la boxe française, ah ben non mais le plus puissant c'est le kickboxing, ah ben non c'est le K1, ah ben non c'est, tu vois, genre ce genre de discours-là, parce que justement chacun prêche pour sa paroisse ou chacun met en valeur et se plaît à croire que sa boxe est la meilleure, alors qu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est le pratiquant. Donc, c'est encore une fois une métaphore juste parce que c'est des fois ce que je vois, quoi, du coup, dans les échanges et les discussions de « Ah, ma méthode, c'est la meilleure ». Et je trouve ça intéressant de prendre un pas de recul, quoi, ça donne des perspectives. Voilà. Bien sûr. Et puis bon, le MMA a montré que finalement, il n'y a pas un style dominant, finalement. Il y a plusieurs styles et des mélanges de styles qui font la différence, tout simplement. Et la personne a tout intérêt à montrer qu'elle est différente des autres par sa méthode, mais également par tout ce qu'elle sait maîtriser en dehors de juste l'outil qu'on lui a appris la première fois. C'est un excellent point à mon idée. Je te remercie pour ça, parce que c'est
C'est extrêmement pertinent. Bah, parfait, du coup. J'ai pas retrouvé ma question, malheureusement. Tant pis pour cette question. Tant pis pour cette question. Alors, juste pour en revenir un peu à la préparation mentale, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler un peu de formation. Comme on avait dit, alors, toi, tu as fait STAPS, tu as fait un mémoire lié à cet univers dans le PMX. Ouais. Mais si, comment dire, il existe des formations. Tout va dans la préparation mentale, dans toutes les formations, on va dire, un peu alternatives, finalement, de ce qui n'est pas mis aux universités et ainsi de suite. Toi, comment tu continues maintenant à te former? Est-ce que tu continues à faire des formations à côté? Est-ce que tu lis énormément? Comment te formes-tu? Comment fais-tu pour continuer à être tout le temps, aller de l'avant? Très bonne question. Beaucoup de choses. Premièrement, j'ai un environnement de personnes qui sont inspirantes, brillantes dans leur domaine, qui ont des compétences qui complètent et des domaines d'expertise qui complètent très bien le mien. Donc je pense que une de mes sources d'évolution, c'est l'environnement et le réseau de personnes que j'ai autour de moi qui sont passionnantes. Je lis beaucoup. Je fais toujours des formations, évidemment. Je fais des expériences, beaucoup aussi ma propre vie et les expériences que je peux faire dans ma propre vie, les tests que je peux faire du coup quand je découvre des méthodes, des approches, des choses comme ça. C'est une grande source d'apprentissage pour moi. Voilà, je dirais que il y a toutes ces choses-là, tu vois. J'espère que les personnes t'écoutent, hein, les personnes qui t'inspirent, tout ça. J'espère qu'ils vont nous écouter, qu'ils vont entendre ce que tu viens de dire. C'est quand même une belle déclaration. Donc, c'est un... Ouais, je suis pas avare en déclaration, ils le savent, les personnes qui sont autour de moi qui m'inspirent. Mais oui, certainement qu'ils l'entendront. Bah, c'est très bien. Du coup, j'avais ma question et bon, bah, tant pis. Moi, c'était cette notion de... donc là, on a parlé un peu de la formation. Donc, effectivement, une formation sera continue, qu'on le veuille ou pas. Je pense que Là, faut toujours se former en permanence. En termes de formation, j'ai fait une exploration, un stage d'exploration hypnotique avec Kevin Finel, qui est un des meilleurs hypnothérapeutes français, sur le thème de l'ordre et du chaos. Sur cette année 2022, par exemple, j'ai fait aussi un séminaire avec un ami à moi qui, du coup, c'est les arts de la respiration pour, on va dire, influencer et bouger son énergie, son niveau d'activation corporelle, on pourrait dire. Il m'en voudrait de mettre des mots aussi bateaux là-dessus, mais du coup, je pense que ce serait déjà une bonne façon d'en parler. Du coup, voilà, c'est ce genre d'expériences qui font que oui, bah, ça construit. En fait, on se construit à partir de nos expériences. Et du coup, voilà, juste pour parler, pour mettre des mots derrière formation, voilà par exemple celle que j'ai fait dernièrement. Je sais pas, je me suis senti de préciser ça. Non mais très bien, mais on va l'inviter hein, du coup, parce que c'est vrai que si tu mets des mots bateaux, il y a peut-être plus loin. Ouais. Puis, la respiration, au-delà de tout ça, on sait que c'est quand même l'un des moteurs de nos existences, qui nous permet quand même de gérer beaucoup de choses. Si je devais mettre des meilleurs mots, il est parti en Chine se former avec Grand Master Tsai, qui est le fondateur de l'école Meiwa, une école d'arts martiaux qui est connue et qui a des écoles dans le monde entier. Et du coup, cette école-là est non pas une spécialiste des arts martiaux de combat, mais des arts martiaux de maîtrise de son énergie corporelle, tu sais, pour faire des choses du genre des moines Shaolin, tu sais. Tout à fait. Donc voilà. Okay. Voilà, comme ça je me rattrape. Si au cas où il écoute ce podcast, voilà, je me suis rattrapé. T'as réussi à dire un peu plus de choses. Il sera invité. Voilà. Il pourra reprendre ce que tu as dit pour vraiment expliquer plus en détail ce qu'il fait, effectivement. Non, mais c'est très bien. Bah, du coup, alors, l'une des dernières questions que j'ai à te poser, si par ton discours et ta manière dont tu nous parles donc, depuis tout à l'heure de la préparation mentale, j'ai l'impression que tu appliques finalement tout ce que tu fais avec ceux que tu accompagnes à toi-même. C'est bien ce que j'ai compris. Dès que tu découvres quelque chose, ouais, ça peut être une évidence, mais c'est bien de le souligner. C'est-à-dire que finalement, tout ce que tu mets en pratique, tu le testes avant et tu sais finalement si c'est... Alors, je vais pas dire bon ou mauvais, c'est pas forcément le bon terme, mais si tu peux t'en servir aisément avec pas n'importe qui, mais avec les gens que tu accompagnes en général.
Ouais, évidemment, et pour moi, c'est la grande différence entre les théoriciens et les praticiens. Du coup, je pourrais faire des milliers de théories sur ce qui est efficace pour justement être plus performant. Mais la réalité, elle nous rattrape, quoi. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de tester, c'est de faire l'expérience, c'est d'être à l'image. Puis même ne serait-ce que, je pense que c'est quelque chose qui peut coûter justement quand tu es un jeune coach, etc. C'est que tu n'as pas encore forcément beaucoup testé de choses, beaucoup exploré de choses. Et du coup, tu peux avoir ce sentiment de l'imposteur, ce manque de légitimité. Et puis même au-delà de ça, tu vois, genre toi qui es dans l'hypnose, je sais que tu connais le concept de congruence, quoi, tu vois, du coup, et donc quelque part, tu n'es pas congruent, quoi, quand tu prêches quelque chose que tu n'as pas au minimum testé pour toi-même, tu vois, tu n'as pas au minimum validé que ça a apporté quelque chose, tu vois. Donc ouais, ça me paraît être une évidence, mais tu as raison, ça fait toujours du bien de le préciser, quoi. Alors moi j'insiste sur cette précision dans le sens où effectivement, tout simplement, hein, si je te parle d'hypnose et que je n'ai pas vécu l'hypnose, ça pourrait être bizarre. Déjà, ça s'entendrait dans le discours de qui que ce soit, hein, quelqu'un qui te parle d'hypnose mais qui ne l'a pas forcément vécu, ça s'entend. Oui. Ça s'entend, en sachant que là, on est sur un cas un peu particulier, hein, l'hypnose c'est vraiment un cas un peu à part. On pourrait parler pour une métaphore, parce que on sait qu'il t'a quand même bien les métaphores. Oui. Quelqu'un qui fait du vélo, tout simplement. Quelqu'un qui te parle de vélo mais qui a jamais monté à vélo, tu vas l'entendre et le ressentir qu'il n'a que la théorie, c'est-à-dire qu'il faut maintenir un équilibre, qu'il faut Exactement. appuyer sur le pied droit après le pied gauche, mais en pratique, ça va être un peu plus loin au départ. Il y aura forcément des chutes déjà pour commencer. Dans la théorie, il n'y a jamais de chutes. Elles sont que dans la pratique, les chutes. Donc du coup, c'est intéressant. Moi, je tiens à souligner voilà, que il y a une théorie. Cette théorie, elle est bien pour avoir les bases, pour comprendre un peu l'environnement dans lequel on est. Cependant, effectivement, ça va être la pratique qui va t'amener, donc toute cette expérience, et t'amener à affiner cette théorie, pas pour appliquer une théorie bête et méchant, mais pour avoir une pratique plus adaptée, justement, à ta vie, pourrait-on dire. Mhm. Ouais, c'est une très belle remarque. Et une très belle métaphore, tu me fais plaisir à Eh, utiliser la métaphore. j'ai mis le maximum dans la métaphore. Hein. C'est pas mon domaine, les métaphores, tu sais, donc il faut que Oh, pas je du les tout, travaille. absolument pas. Je les travaille au maximum pour te faire plaisir, du coup. Donc, C'était sarcastique, rassure. Non, c'est c'est ironique. une petite Oui, blagounette, bien sûr. oui, on est d'accord. On est Ça d'accord. m'arrive Ah, quand mais tu, même. tu l'as, Ça tu l'as m'arrive. tellement bien fait que j'y ai presque cru. Tu vois, Ah, mais tu sais, je suis fort même pour être. Même quand je suis honnête, je suis fort pour semer le doute. Ok. Non, mais Ouais. très bien. Bah, moi, en soi, là, je pense qu'en termes de questions, on a fait un peu tout le tour. J'ai juste quelques questions pour finir. Déjà, Dis-moi. quel avenir vois-tu de la préparation mentale? Alors, je parle pas pour toi, à proprement dit, en tant que professionnel, voilà, tout simplement, mais plutôt l'avenir dans sa globalité, c'est-à-dire au niveau français. On sait à peu près où on en est dans la situation en France au niveau de la préparation mentale, et peut-être même international. Est-ce que toi, tu as une vision de cet avenir C'est de la préparation mentale? c'est un avenir ellipsoïdal, je dirais. Vas-y, Vers le haut. explique. Non, je rigole. Je dirais que l'avenir de la préparation mentale, je pense qu'on est au balbutiement, on est au début d'une science. Et c'est pour ça que vraiment, depuis le début où j'ai commencé ça, je me sens en exploration, quoi. Je me sens comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, quoi. C'est des sciences jeunes, des sciences molles, du coup, ce qu'on appellerait des sciences molles, du coup, pas des sciences dures à l'inverse, des mathématiques, mais dont la base est, est moins tangible, tu vois, moins reproductible. Mais en fait, on est dans le début de l'exploration de tout ça, donc je pense que chaque jour, en réalité, ça évolue, ça progresse. Et je crois que bah, c'est un sujet, moi je l'ai connu quand j'étais en STAPS il y a 10, 12, 11 ans, 12 ans maintenant. Euh, Ça intéressait presque personne, quoi. J'étais vraiment un ovni de m'intéresser à ces sujets-là, tu vois. Aujourd'hui, c'est déjà beaucoup plus commun. C'est-à-dire que tu entends du développement personnel à toutes les sauces, pour le meilleur comme pour le pire, hein, tu vois, genre, mais t'en vois de partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube. Et, euh, et du coup, le gros avantage, c'est que bah, c'est le fait que la masse de personnes accèdent à de la conscience sur ces sujets-là fait que bah, on peut aller toujours plus loin, quoi. On peut explorer plus loin ces sujets-là. Donc je pense que l'avenir est radieux, quoi. Il y a plein de découvertes à faire, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à apprendre. Et moi, ça me fascine tout ça. Donc je dirais que c'est ça l'avenir, quoi.
Et que tu es Enfin, là encore très longtemps. ouais, ouais, ça, je crois que oui. Mais c'est très Ouais, bien. ça me passionne. Après, je sais pas ce que tu entendais par avenir. Je sais pas comment toi tu le vois, l'avenir de tout ça. Genre, L'avenir de la préparation Après, mentale, c'est important. après, après, je te parle de ça, mais enfin, je pourrais aussi prendre en considération le contexte du coup du monde réel entre guillemets, c'est-à-dire qu'une société ne peut enfin s'intéresser à des sujets immatériels comme ceux qu'on a le luxe de pouvoir explorer aujourd'hui, comme justement le coaching mental, que parce que nos besoins fondamentaux de manger, dormir, avoir un toit et tout ça sont enfin, sont satisfaits, quoi, entre guillemets. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver au monde dans les 50, 100, 200 prochaines années. Du coup, tant que, entre guillemets, on a un contexte qui nous permet d'explorer la pensée, je pense que ça a de beaux jours enfin, que la préparation mentale a de beaux jours devant elle. Bien Voilà. sûr, et puis bon, on le voit aussi dans le sens où la préparation mentale peut-être au départ un peu cette caricature de s'adresser qu'aux sportifs, dans la tête des gens, je précise, hein, et que maintenant, on le voit, ça se développe auprès d'entrepreneurs, de RH, voilà, un peu Dans les finalement, de tout entreprises. le monde. Ouais, les entreprises appliquent eux-mêmes cette notion de faire venir des préparateurs mentaux pour leurs employés, parce Et qu'on parce voit que qu'il y a un tout le bénéfice monde se derrière. rend bien compte. Mais oui, tout le monde se rend bien compte à un bout d'un moment que, bah, en fait, la façon dont tu te sens, la façon dont tu penses, ça a une influence sur ta performance. C'est une influence sur une vente ou l'absence ou le fait de réussir ou de rater une vente. Ça a de l'influence sur le bien-être ou le mal-être de tes employés au travail. Du coup, si tu prends ça en considération dans ton management, par exemple, genre ça a de l'impact. En fait, on fait tous tellement l'expérience de l'impact que ça a sur nos performances que c'est inévitable, je pense ça aussi que ça se développe et que ce soit de plus en plus la norme d'intégrer tout ça à Tout toutes à les fait. disciplines que ce soit. Mais Tout à oui, fait. Et puis bon, je vais utiliser le mot bien-être cette fois, mais on note bien que voilà, le bien-être devient de plus en plus important pour qui que ce soit, hein, pour un employeur, pour un employé, ou finalement quelqu'un qui va se lever le matin en ayant envie d'aller travailler va être plus performant, pourrait-on dire. Alors je suis pas trop fan hein, d'utiliser le mot performant dans le système voilà, des entreprises, mais il y a quand même cette notion que quelqu'un qui est déjà plus sans joie à aller travailler va déjà être plus dans la production, plus en rapport avec son environnement, va apporter quelque chose finalement à l'entreprise, à ce monde, Hmm. que quelqu'un qui à l'inverse, bah, peut-être n'a aucune motivation. Ah bah Tout non, bête, hein, moi, je mais on suis s'en pas aperçoit quoi. timide hein, avec ce lien que tu viens de faire, hein. J'abonderai dans ton sens, hein. Imagine de vivre dans un monde où chaque entreprise a conscience que le bien-être de ses employés évite le turnover et le fait que les employés se barrent, permet de garder ses talents, permet du coup d'avoir des employés qui ont envie de se donner pour ton entreprise parce qu'ils se sentent reconnus, honorés, qu'ils sentent qu'ils ont des perspectives d'évolution. Enfin, je veux dire, donc, à quoi ressemblerait le monde si toutes les entreprises avaient fait ce lien et ça faisait partie de leur croyance que le bien-être de mes employés est lié à la réussite de mon entreprise. Tu vois. Dans quel monde vous vivrez, tu vois. Peut-être pas le même qu'aujourd'hui. Tu C'est très beau. C'est très beau. C'est très très beau. Ouais, effectivement, on est bien d'accord sur ce sujet-là. Même si on s'est un peu éloigné de la préparation mentale au sens vois. des Oui, sportifs, ça rejoint finalement le sportif. Hein. Un sportif qui se sent épanoui dans son domaine va forcément évidemment. aller plus loin sur le long terme, ou même le court terme, hein, tout simplement. Va donner son maximum Évidemment. pour son club, ou ainsi de suite. Donc, c'est très bien comme mot de la fin. Alors, juste pour finir, j'ai une dernière question à te poser. Moi, c'est Dis-moi. simple, c'est euh, que conseillerais-tu à nos auditeurs alors soit en lecture, soit en vidéo, par exemple sur YouTube, en podcast. Voilà, deux, trois Euh, conseils bah, pour les qui accompagner. sont tes auditeurs? Si c'est des coachs mentaux, enfin, je préconiserais pas la même chose que si c'est tout à Un exemple pour chacun. Tu chaque. vois. Je dirais, ouais, en réalité, j'ai plus envie d'un truc léger qui plairait à tout le monde. En fait, j'aime bien cette idée de nutrition mentale, tu vois, en fait, sur quoi on porte notre attention quelque part, ce sont des repas mentaux. Tu vois, si on lit un bouquin, c'est un repas mental. On nourrit son esprit comme on peut nourrir son corps. Et je dirais des livres très faciles d'accès et qui apportent beaucoup, ce serait pour quelque chose qui est romancé et où il faut lire entre les lignes, ce serait Paolo Coelho, l'alchimiste.
Pour quelque chose de plus direct et concret, ce serait les 4 accords Toltec. Pour moi, c'est des, des grands best-sellers et des portes d'entrée faciles pour s'intéresser et pour déjà élever un peu sa conscience de qu'est-ce que ça représente. Pour des professionnels, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mes conseils et qu'ils savent très bien aller chercher leur repas à droite ou à gauche. Puis en plus, enfin, je veux dire, il n'y a pas un truc mieux qu'un autre. Donc, je pense que c'est plus en fonction des appétences et des goûts de chacun. Voilà. Bah très bien. Bah merci beaucoup pour cette interview, pour toutes tes réponses. J'espère que ça va apporter, voilà. Mais de rien. J'espère surtout que ça va, voilà, permettre à nos auditeurs professionnels ou non professionnels, tout simplement, d'y voir un peu plus clair. Et bien entendu, donc à la description de ce podcast, je mettrai donc tous tes réseaux sociaux. Vous pouvez donc te suivre sur Twitter. Je crois que tu as un LinkedIn, je sais pas. TikTok, Instagram, j'ai un Discord aussi. Je pourrais mettre mon Discord qui est ce que j'ai pensé comme un restaurant du mental dans lequel vous allez retrouver des références, vous allez retrouver de livres, de vidéos YouTube, de contenus qui sont filtrés quoi, quelque part par quelqu'un qui a déjà beaucoup exploré le domaine, qui sépare peut-être le bullshit de contenus qui sont un peu plus précis ou qui correspondent à ma vision du coaching, on pourrait dire. Donc, je pourrais partager ce Discord-là qui se veut être un espèce de restaurant étoilé du mental et dans lequel il y a déjà une communauté de joueurs de poker surtout et de gamers professionnels. Voilà. Et bah c'est très bien. Je mettrai tous les liens du coup en description pour qu'on puisse tout simplement aller vers toi si les gens le souhaitent et en savoir plus sur toi tout simplement. Avec joie. Merci à toi pour ta présence. Belle soirée ou belle journée à tous. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.